Ok, super. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, super. Nous sommes combien là? 55 personnes. On va attendre 1 ou 2 minutes pour les retardataires? Tout ce beau monde. Bon, 60 personnes. On attend encore 1 minute et puis on va pouvoir commencer le webinaire. Ok, super. Bon, ben, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce webinaire Flupa en période de confinement. Avant la conférence de Camille sur le design spéculatif, je vais vous présenter rapidement Flupa, qui nous sommes pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis on pourra ensuite écouter Camille. Bah, Flupa, d'abord, c'est une association. Euh, on a à peu près 15 antennes, même plus maintenant, 19 antennes, pardon, dans toute la France. Donc des ateliers, des conférences sont organisées de toutes sortes. On a également maintenant depuis peu des webinars avec Livestorm. D'ailleurs, on pourra voir à la fin si ça fonctionne bien de votre côté. C'est un outil qu'on teste, c'est plutôt efficace de ce que l'on a vu. Donc des événements voilà, de type webinar, comme on va avoir le plaisir d'écouter par Camille. On a des meet-ups donc physiques, moins présents en ce moment, avec des ateliers, des conférences autour de l'UX design, de l'UI et de l'accessibilité et de tout un tas d'autres sujets autour du digital, mais notamment sur l'UX. Et vraiment, l'objectif, voilà, c'est d'animer et de promouvoir la pratique de l'UX en France. Alors pour cela, on a un événement majeur que vous connaissez sûrement, qui sont les UX Days. Ça se passe tous les ans à Paris, l'été, donc cette année, c'était annulé. Mais pour le prochain été, on croise les doigts pour que ça ait lieu. Donc là, c'est pour le format une journée, plutôt conférence, avec des stars mondiales autour du design et du UX. Et puis après, une seconde journée qui est plus pratique, atelier, euh, organisé par Flupa. Et on a un second événement qui est peut-être un peu moins connu et qui est vraiment super, que moi j'apprécie particulièrement, qui sont les UX Camp. Donc là, ça se passe dans différentes villes de France chaque année. Euh, et l'idée, c'est d'avoir euh, un, un, événement qui soit plus participatif, pas forcément que des conférences alignées les unes après les autres,
mais quelque chose où les propres participants animent l'événement, donc proposent des sujets, des ateliers, et où tout le monde peut participer. Donc c'est vraiment un événement où on fait de très belles rencontres. Donc je vous invite à y participer également. Et petit mot aussi, un remerciement pour tous les adhérents. Et je vous invite aussi à adhérer si vous le voulez. On peut soutenir l'association pour ce genre d'organisation d'événements. Et aussi après, pourquoi pas rentrer dans l'Assemblée pour voter et essayer d'émanciper cette association. Je vous laisse aussi rejoindre le Slack, le LinkedIn de l'association pour être tenu au courant des événements prochains qui seront organisés. Là, on a les Usability Days qui s'organisent. On aura sûrement une conférence. C'est autour de l'intelligence artificielle, associée à l'UX toujours. Donc, je vous laisse rejoindre tous ces différents réseaux. Bon, je vais arrêter de parler. Je vais laisser Camille se présenter et présenter son sujet qui traitera du design thinking au design spéculatif. Ok, bonsoir à tous. Alors, je vais partager. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran ? Ok. Hop. Nickel, ça marche. Donc, merci d'être présents. Vous êtes nombreux ce soir, donc c'est chouette. On va pouvoir échanger sur ce sujet. Je pense que le débat va être très intéressant. Donc, ce soir, on va parler du design thinking et notamment du design spéculatif. Alors, sur ma slide, pour les Bordelais, vous reconnaissez peut-être l'image de fond que j'ai mise. En fait, c'est une photo que j'ai prise cet été lorsque je suis allée voir l'expo Bassin de Lumière à la base sous-marine. Vous l'avez peut-être déjà vu aussi. Je suis retournée la voir même plusieurs fois tellement j'ai trouvé captivante cette expo. Pourquoi j'ai choisi cette image ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle représente, à mon sens, le résultat idéal d'un parcours de réflexion sur comment consommer de la culture d'une manière plus expérientielle. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on change complètement les paradigmes du visiteur et ce n'est plus lui qui se déplace pour aller voir une œuvre, mais du coup, c'est le lieu qui se métamorphose et qui change de visage constamment. Et en fait, les couleurs, les formes et même l'architecture, tout est en perpétuel mouvement et plonge le visiteur dans un autre monde à 360 degrés. Avant de commencer, un petit mot pour me présenter et vous présenter INEAT également. Moi, ma conviction, c'est que dans les métiers du design et de l'expérience, on doit penser l'expérience dans sa globalité et qu'on travaille sur un produit ou un service, d'où le petit schéma que je vous ai mis sur la gauche. Du coup, moi, je suis UX UI designer depuis un petit peu plus de 10 ans. J'ai travaillé en freelance, j'ai travaillé chez Cdiscount et chez Capgemini avant de rejoindre le groupe INEAT il y a quelques mois. Au cours de ces dernières années, du coup, je suis intervenue principalement chez des acteurs des secteurs aéronautique, public, santé et e-commerce, et sur des projets qui sont du coup très variés. Allant à la fois du logiciel métier au site e-commerce, et puis en passant par de l'application mobile, du desktop et jusqu'à de la réalité virtuelle récemment. Aujourd'hui, j'ai un rôle de lead au sein de la communauté de designers chez INEAT et du coup, j'accompagne nos clients essentiellement sur des projets d'innovation, de transfo numérique, de coaching, d'acculturation et d'organisation des équipes. Alors, INEAT, c'est une agence digitale qui est présente sur 3 continents et dans 6 villes, donc à Lille, Paris, Bordeaux, Lyon, Montréal et Shanghai. Aujourd'hui, c'est plus de 300 personnes qui travaillent pour des grands comptes
à forte dominance retail, mais aussi des TPE et PME en local, de secteurs d'activité très variés. INEAD s'est implanté à Bordeaux il y a tout juste un an, et nous sommes aujourd'hui une équipe de 6 personnes organisées en pool. Alors, un pool, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une équipe qui est agile, pluridisciplinaire, autonome et auto-organisée, qui travaille sur des projets en mode lab pour apporter des expertises spécifiques au service de l'innovation. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer nous voir à la Cité numérique une fois le confinement terminé, bien évidemment. Nous serons très heureux de vous accueillir et de vous offrir un petit café, de vous rencontrer, de parler de nos projets et de l'équipe. Et puis, vous pouvez le voir sur la photo, on saura vous accueillir. Alors, dans ce talk, on va parler de design au sens anglais, c'est-à-dire de conception. Quand on conçoit, bien souvent, on innove et on crée quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, on se méfie toujours de tout ce qui est nouveau. Et pourtant, on adore découvrir de nouvelles choses et faire de nouvelles expériences. Et justement, on pourrait se poser la question, à quoi pourrait donc bien ressembler notre monde demain ? Donc en fait, la science-fiction nous donne un aperçu d'un avenir qui n'existe pas encore, alors que le design spéculatif, lui, il s'appuie toujours sur la narration pour concrétiser les spéculations. Par exemple, vous reconnaissez sans doute cette série, si vous l'avez vue, cette image, c'est Black Mirror. Black Mirror, chaque épisode nous montre à quoi pourrait ressembler notre monde sous l'influence de chaque nouvelle technologie. C'est-à-dire qu'on va avoir un épisode qui va nous présenter des lentilles qui peuvent enregistrer toute notre journée. Un autre épisode va nous présenter un système de rencontres qui montre que chaque relation a une date de fabrication et d'expiration. Et encore un autre épisode va nous présenter un dispositif qui nous donne la possibilité de lire nos souvenirs sur un écran, et ainsi de suite. Et en fait, quand on se penche sur les détails d'un épisode, on s'aperçoit que chaque interface a été pensée minutieusement, puis réduite à sa fonctionnalité la plus essentielle. Donc là, c'est la simplicité qui reste le maître mot du design des interfaces dans la plupart des épisodes. Alors pourquoi on a des interfaces aussi simples ? Le spectateur doit comprendre au premier coup d'œil comment fonctionne la technologie qui lui est présentée. Donc, il doit pouvoir s'identifier au personnage sans difficulté. Et cette démarche rend les interfaces plausibles et pertinentes. Et alors tellement au point que la fiction dépasse la réalité dans l'épisode Nosedive, donc c'est dans la saison 3, c'est celui que vous voyez à l'écran, où en fait, dans ce scénario, chaque individu est noté par son prochain. Et cette note régit son quotidien, ses accès, ses privilèges. Donc on voit bien, on voit les notes de la personne à la fois sur l'application, mais aussi dans les miroirs, à travers ses lunettes, on le voit à travers tous les supports. Donc dès qu'on croise quelqu'un, on peut voir sa note, on peut le noter, on peut partager son avis. Et justement, aujourd'hui, le gouvernement chinois a généralisé cette année un système de notation par solvabilité à ses citoyens. Et donc ce système, il consiste à attribuer aux citoyens, aux fonctionnaires et aux entreprises une note représentant la confiance dont ils sont dignes. Et l'idée est de collecter des centaines de données sur les individus et les entreprises, depuis leur capacité à tenir leurs engagements commerciaux jusqu'à leur comportement sur les réseaux sociaux, en passant aussi par le respect du code de la route, etc. Alors, comment ce système de notation fonctionne en Chine ? Ceux qui rompent la confiance, ils sont inscrits sur une liste noire. Et donc, qui c'est qui est inscrit sur la liste noire ? Ce sont les mauvais payeurs, ceux qui ne respectent pas les règles de vie en commun. Et ça va être y compris traverser la rue en dehors des clous, manger dans le métro, ce qui est interdit. Et donc, en fait, la reconnaissance faciale rentre en jeu grâce à la vidéosurveillance massive dans les villes chinoises. La punition pour ces gens qui sont en fait sur liste noire, c'est que ça va de l'humiliation publique à l'interdiction d'accéder à des emplois, d'envoyer ses enfants dans une école privée, acheter des billets d'avion ou des billets de train. Et voilà, ils ont plein de nombreux accès sont supprimés. Et les citoyens qui sont les mieux notés, eux, ils sont reconnus pour leur sincérité sociale et ils figurent sur une liste rouge.
Ce sont des gens qui sont considérés comme d'une fiabilité exemplaire, qui payent leurs factures, qui payent leurs impôts en temps et en heure. Et dans certaines villes, ils peuvent même gagner des points s'ils font des travaux d'intérêt généraux public ou s'ils donnent leur sang, par exemple. Et du coup, pour ces personnes-là qui sont inscrites sur liste rouge, ils ont aussi une carotte, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un accès prioritaire à des offres d'emploi, ils vont avoir des remises sur Alibaba, ils vont avoir des nuits d'hôtel gratuites pour des voyages sponsorisés par AliTravel. Et les mieux notés auront même accès à des réductions pour louer des voitures. Ils seront prioritaires pour commander un taxi et ainsi de suite. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que aujourd'hui, on commence à entendre parler de dictature digitale quand on évoque ce cas-là en Chine. Alors, j'ai laissé le son. Voilà, ici, je vous propose une petite vidéo, c'est de l'hyper-réalité. Donc l'hyper-réalité, ça permet d'immerger le spectateur dans la fiction. Hop, je baisse un petit peu le son. Donc en fait, ici, dans cette vidéo-là, on est complètement projeté derrière les lunettes connectées d'une Colombienne de 42 ans. Donc on voit, elle peut à peu près tout faire à travers ses lunettes. Elle peut faire des recherches et en fait, on voit que non seulement elle a une interface qui est devant ses yeux comme si c'était son téléphone, mais en plus de ça, donc là, elle se situe dans un bus et tout est absolument connecté. Elle a de l'information partout. Donc on est complètement immergé dans sa vie. Et ça a un impact qui est très fort sur le spectateur. Donc là, elle va descendre du bus et on va voir que, y compris dans la ville, tout est représenté en hyper-réalité. Alors, on voit qu'elle est dans un monde très coloré. Elle a un nombre d'informations assez incroyable, que ce soit sur les gens qu'elle croise, les chemins à prendre, où est-ce qu'il faut marcher, où est-ce qu'elle doit se rendre. On se croirait complètement dans un jeu vidéo. Je vais avancer un petit peu dans la vidéo. Il y a un moment où le dispositif de réalité augmentée tombe en panne et vous allez voir que le lien avec la réalité actuelle reste tout à fait entier et crédible. Alors, elle se retrouve dans un supermarché. Dans le supermarché, elle va avoir sa liste de courses disponible. Elle peut avoir un assistant. Elle va pouvoir poser pas mal de questions. Elle va choisir ses produits. Donc, elle peut voir les promotions en direct. On peut passer des appels. Voilà, elle a même accès à un service client du supermarché. Donc, en fait, elle a tous les accès en live, en direct. Aujourd'hui, dans son monde qui est hyper réel, elle n'a plus besoin d'attendre et de patienter pour avoir la moindre information. Hop, et là, son système tombe en panne. Et en fait, on voit que son action principale, qui est d'aller faire ses courses, fonctionne toujours. Elle peut toujours acheter tous les produits, les mettre dans son caddie. Il n'y a aucun souci pour ça. Je continue d'avancer sur un autre moment de la vidéo. On va voir à un moment donné qu'elle se blesse. Voilà, donc là, elle marche dans la rue. Et quelqu'un lui donne un coup de couteau dans la main. Et du coup, elle saigne. Et là, tout son système d'hyper-réalité
va tomber, va se déconnecter. Voilà, de la même manière, donc là, elle se retrouve dans la rue, sauf qu'elle est complètement perdue parce qu'elle n'a plus du coup toutes les indications sur comment aller se faire soigner. Elle sait qu'il y a un endroit où elle peut aller, là, qui est cette statue. Et finalement, son système se reconnecte et du coup, elle est soulagée, elle est sauvée. Du coup, en fait, cette vidéo, ça peut paraître assez futuriste, mais en vrai, ça semble pas si loin que ça. Quand on voit les lunettes connectées à côté d'Apple, qui a annoncé donc la sortie de ces lunettes, il s'agit de quoi? Il s'agit de commandes virtuelles qui sont utilisées dans le monde réel. Et ce sont des lunettes qui permettraient de transformer n'importe quelle surface en support tactile. Et du coup, l'utilisateur peut interagir avec ces lunettes en s'appuyant sur un support physique réel, donc une table, un mur, un livre, un objet, comme panneau de commande, et sur lequel apparaissent les boutons et les applications. Et pour toute personne alentour, rien n'est visible. Il n'y a que l'utilisateur qui porte les lunettes qui peut voir ce qui se passe. Donc concrètement, l'écran des lunettes, il est positionné entre notre œil et la surface, et ce serait la seule interface. Et on aurait donc la possibilité d'utiliser des boutons virtuels pour piloter les actions. Et donc, utiliser des boutons virtuels, c'est créer des nouveaux challenges en design comportemental. Donc ici, on a le projet Soli, qui est un projet de Google ATAP, qui est l'interaction gestuelle sans contact. Et donc ça va changer plusieurs modèles mentaux pour en former de nouveaux. Et donc dans ce projet, les designers ont fait le choix de se rapprocher des interactions naturelles de l'être humain. Donc ils ont souhaité rendre la relation homme-machine plus fluide, plus simple, mais aussi plus invisible. L'interface est paradoxalement moins présente visuellement, mais plus présente dans le quotidien du personnage. Et il apparaît clairement que les designs d'interface tentent à se rapprocher de l'humain, de son fonctionnement et de ses habitudes. Aujourd'hui, on n'interagit plus seulement avec une machine, un écran et une souris. Et d'ailleurs, on utilise déjà ce type d'interface en répétant des gestes de la main ou des doigts, avec ce que vous connaissez sans doute, c'est la Kinect, par exemple. Et on peut aussi le faire par la voix, interagir avec une interface par la voix, avec Siri, Alexa, etc. Et aujourd'hui, on peut même le faire avec l'esprit grâce à des implants cérébraux. Alors, Uninvited Guest, c'est un projet qui explore les frictions entre un homme âgé et les objets intelligents dans sa maison et qui donne aussi un aperçu d'un avenir où les appareils intelligents vont réellement contrôler la vie des personnes âgées. Alors, tout au long de la vidéo, on se rend compte que cet homme âgé voit sa vie régie par des objets connectés qui lui préconisent de faire ce qui semble être le mieux pour sa santé. Alors, du coup, on va parler plutôt de sa santé physique. Et on se rend compte qu'en fait, sa liberté est complètement altérée par les objets connectés et qu'il va devoir ruser pour détourner leurs usages et avoir un petit moment de tranquillité. Donc là, il utilise une fourchette connectée. La fourchette connectée lui dit ce qu'il doit manger et lui envoie des notifications. Donc là, il est tranquillement assis dans son canapé en train de regarder la télé. Il a une canne connectée. Sa canne connectée lui donne un nombre de pas à faire par jour. Il est rarement tranquille. Il reçoit toujours des rappels qui lui disent de continuer, de se lever à intervalles réguliers. Et qui lui renvoie des rappels si il ne le fait pas. 22 heures, c'est l'heure qui a été sans doute estimée par ses médecins, sa famille, pour aller se coucher, étant comme une heure correcte. Voilà, il reçoit les notifications. Sauf qu'il n'a pas forcément envie de dormir. Et du coup, il a peut-être envie de retourner devant son film. Et il va recevoir un nombre de notifications jusqu'à ce qu'il aille se coucher. Alors là, on voit un autre paysage où il mange dans son assiette sans utiliser sa fourchette. Et donc, sa fourchette connectée n'arrête pas de lui renvoyer des rappels.
Et il va même jusqu'à recevoir un SMS de son fils qui va lui dire tiens, je ne reçois pas les données disant que tu es en train de manger avec ta fourchette connectée et je ne sais pas ce que tu es en train de manger et de voir si c'est bien pour ta santé ou pas. Sa canne, de la même manière, il commence à en avoir marre de devoir se lever pour faire tous les pas qu'il doit remplir dans la journée. Il la planque sous le canapé, il en a marre de recevoir des notifications, il a juste envie de lire son bouquin tranquillement. Et il va de nouveau recevoir une notification de son fils disant qu'il voit que la canne ne bouge pas. L'heure d'aller se coucher. Il n'est pas au lit après avoir reçu plein de notifications et de rappels et ses enfants continuent de s'inquiéter. Là, c'est là qu'il va commencer à ruser et à tromper les objets connectés. Donc, il va trouver des astuces, c'est-à-dire qu'il mange une assiette d'un plat gras qui lui fait plaisir avec ses propres couverts et il aura fait une assiette de légumes qu'il va mélanger de temps en temps avec sa fourchette connectée qui, du coup, continue de l'encourager. Voilà, il reçoit les encouragements pour le repas qu'il a fait. Sa canne, de la même manière, il en a marre, donc il va devoir ruser. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé un voisin. Hop, il passe sa canne au voisin qui, du coup, va aller marcher avec la canne, va lui remplir ses objectifs de la journée. Voilà, on voit que les pas sont réalisés, les objectifs de pas sont réalisés pendant qu'il regarde la télé. En fin de journée, il récupère sa canne. Et puis ensuite, ça va être l'heure d'aller se coucher. Et encore une fois, il n'a pas du tout envie d'aller se coucher. Il va devoir ruser et tromper l'objet connecté. Et donc, il va mettre plein de livres sur son lit pour faire du poids. Et comme ça, il aura la paix pour aller regarder un film. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'au final, on commence avec cette vidéo à être pas si loin de la réalité parce qu'on vend déjà des cannes de marche connectées aujourd'hui. Et puis tout un tas d'objets connectés que vous connaissez déjà bien. Le design spéculatif, c'est donc une approche qui nous permet d'élargir encore plus notre vision sur le futur pour imaginer et créer des idées et pas seulement des produits et des services. Et cette approche déconnecte complètement la conception des besoins immédiats de l'industrie et du marché. Et elle nous permet de nous poser de nouveaux types de questions qui peuvent nous conduire vers la conception d'un futur qu'on espère meilleur. Pourquoi se projeter à l'aide de la fiction? Donc, vous l'aurez compris, le design spéculatif, c'est un vecteur d'innovation, de création, et c'est aussi un catalyseur de discussion-réaction dans un objectif d'innover au service de l'humain et surtout pas de le desservir. Vous l'avez sans doute remarqué, on retrouve des interfaces de fiction, les FUI, un petit peu partout autour de nous. Donc, dans les jeux vidéo, dans les films, mais aussi dans les livres à travers les descriptions. Et les designers s'inspirent des progrès scientifiques pour imaginer notre futur. Et dans l'autre sens, la science puise dans l'imagination des designers pour innover. Et c'est une mécanique vertueuse qui a permis la création de technologies prédites bien des années auparavant. Et je prends ici l'exemple de Minority Report. Non seulement l'écran à commande gestuelle utilisé par Tom Cruise était éblouissant pour l'époque, mais il anticipe assez justement les interfaces technologiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire les notions de réalité virtuelle immersive, de commandes gestuelles et l'utilisation d'objets connectés pour interagir. Et pourtant, aussi belle et anticipative soit cette interface, en fait, cette œuvre n'est en réalité pas du tout ergonomique parce que personne ne peut travailler longuement avec la main au-dessus du cœur. Il y aurait plus de sang qui circulerait dans les bras. Je vous partage également un atelier emprunté aux méthodes agiles, Remember the Future. Il s'agit de tester une idée dans le futur et ensuite de la ramener au présent. Ça permet de comprendre l'impact de nos actions et de déclencher une réflexion critique en design. Donc l'exemple que je prends ici, je vous lis le pitch. Votre entreprise est devenue leader de son secteur en 2080. À quoi le voyez-vous? Comment avez-vous réussi à gagner les parts de marché? Remonter le temps et indiquer ce que vous avez fait. Et donc ici, on va pouvoir découper étape par étape
on va pouvoir découper les étapes pour voir comment on a réussi à atteindre l'objectif. Pour ce genre d'atelier, vous trouverez pas mal de ressources sur Internet, sur les blogs d'agilistes, pour apprendre les méthodes pour mener ce genre d'atelier. 2 points à retenir qui me semblent particulièrement saillants. C'est que le premier, plus on tend vers un monde où la technologie est très présente, plus le rapport aux émotions devient essentiel. En déshumanisant une partie des rapports, il y a un potentiel risque de perte de sens et de valeur pour les utilisateurs. Il ne faut donc surtout pas oublier de travailler le design émotionnel lorsqu'on se projette à l'aide du design fiction. Et le deuxième point, de la même manière, plus les innovations sont complexes, plus l'utilisateur aura besoin de messages clairs et directs. Travailler des parcours pour l'amener à une action directe et un choix simple est essentiel en design fiction. Ici, je vais tuer une idée reçue. Non, le design thinking n'est pas exclusivement du collage de post-it. Il y a de nombreux moyens de mener des ateliers de manière ludique, innovante et prospective, comme jouer des scénarios d'usage, reconstituer un contexte ou un espace à l'aide de cartons ou de tout ce que vous avez sous la main. Par exemple, là, sur les photos que vous voyez, sont nos designers d'INEAT à Lille qui ont reconstitué le passage en caisse chez un grand compte du retail. Et du coup, en recréant un espace à l'aide de chaises, de papier, de scotch, etc., en faisant jouer un scénario aux parties prenantes. Et puis, avec le contexte d'aujourd'hui, on doit tout réinventer pour créer des ateliers d'idéation et d'innovation à distance avec des outils dématérialisés. Ce qui est génial, c'est qu'il y a de très nombreuses idées qui émergent chez les designers et du coup, on voit un véritable élan créatif en cette période. Alors, un très bon exercice pour se projeter consiste à imaginer un récit. Et dans l'exercice que nous allons voir, le processus de projection va nous permettre d'anticiper les possibles impacts d'une décision de loi qui pourrait être à l'origine d'innovations et d'expériences discutables, effrayantes, parfois très cohérentes avec ce qu'on anticipe de notre avenir. Donc, avant de commencer, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien de décisions on prend par jour? On en prend énormément puisqu'on en prend environ 35 000. Est-ce que vous savez combien de décisions sont prises par notre cerveau sans que nous en ayons conscience? Eh bien, c'est énorme, c'est 99,7%, puisque notre cerveau ne prend que 0,3% de décisions de manière consciente. Et c'est assez incroyable. Alors aujourd'hui, en laboratoire, on est même capable de prédire la décision d'une personne 11 secondes avant qu'elle n'ait conscience de la décision qu'elle va prendre. C'est juste dingue. Pourquoi je vous donne ces chiffres? C'est tout simplement parce que cet atelier de design fiction permet de bousculer les acquis et de ramener au présent une projection d'une décision qui spontanément paraît peu envisageable à l'heure actuelle. Donc tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Donc je vous pose le contexte en vous lisant le récit que vous voyez à l'écran. Imaginez, vous êtes en 2035. Le droit à l'euthanasie a été voté en France. Les groupes industriels et les startups se sont accaparés du sujet et ont développé de nombreuses technologies donnant la possibilité aux personnes le voulant de se donner la mort quand elles le souhaitent, et l'une de ces entreprises a fini par dominer le marché. C'est un bracelet connecté. Connecté à quoi? À votre cœur. Une simple pression sur le bouton positionné au niveau du fermoir déclenche un arrêt de ce dernier. L'objet est beau, il est designé par l'un des designers les plus populaires, on se l'arrache pour le posséder. Certains l'enferment dans un écrin à l'abri et d'autres le portent chaque jour pour être en mesure de réagir en cas d'attaque terroriste ou d'accident grave afin de s'assurer de ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Le port du bracelet est devenu monnaie courante chez les sportifs de haut niveau et de sport extrême, et c'est comme cela qu'un des plus grands alpinistes est décédé il y a quelques mois. Il a préféré l'arrêt cardiaque à l'hypothermie. Alors, maintenant qu'on a posé un contexte, là, on est sur une projection à 15 ans. On peut se poser tout un tas de questions qui seraient et vous, pourquoi vous achèteriez ce bracelet? Est-ce que ce serait pour vous rassurer? Si vous ne le faites pas, est-ce que c'est parce que vous avez peur d'appuyer malencontreusement sur le bouton ou de gâcher votre vie au premier moment de désespoir?
Et si quelqu'un appuyait sur votre bouton sans qu'on le sache comment considérer cet acte, est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est un accompagnement? Et enfin, apprécierez-vous d'être à l'origine d'une telle technologie, donner le pouvoir de mort à qui le souhaite? Je vous propose, dans un premier temps, quelques minutes d'atelier pratique, de partager, si vous le souhaitez, vos réflexions, vos retours sur ce récit en particulier. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous pouvez partager tant sur le fond que sur la forme. Je regarde le chat. On a pas mal d'échanges sur le chat. On peut faire un sondage, je vais en créer un. Ouais. Tu crées un sondage? Bon, on voit dans le sondage quand même que vous êtes majoritairement contre ce dispositif. À 80% pour le moment. « 85%, ça augmente. Bon, vous voyez, je vois dans le chat, il y a beaucoup de réflexions. C'est vrai que voilà, le design spéculatif, ça sert à ça sert à poser des sujets sur la table, des sujets de prospection. C'est vraiment un bon moyen de se poser des questions sur les innovations que l'on crée. Est-ce que les innovations sont bonnes pour l'humain? Si on va trop loin, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole, apporter un message plus argumenté à l'oral? Alors, non, c'est pas une nouvelle annonce, le bracelet. Si vous voulez, maintenant, je peux vous proposer un temps d'échange plutôt sur la partie méthodo, pour savoir comment vous envisageriez d'utiliser le concept de design spéculatif pour faire évoluer l'expérience de votre produit, de votre service ou de votre entreprise. Voilà, est-ce que vous avez des idées sur comment le mettre en place? Quel est son intérêt? Est-ce que vous imaginez qu'il y a une méthodologie à mettre en place? Voilà, l'idée, c'est de faire un petit brainstorming, donc n'hésitez pas à prendre la parole. On sera heureux d'échanger avec vous. S'il y a des gens qui ont des remarques, ouais, des questions, allez-y. Je vais vous faire prendre la parole si vous voulez. Peut-être certains d'entre vous ont déjà testé ce type d'atelier d'ailleurs et peuvent nous faire aussi un retour. Ah, Fabrice veut prendre la parole? Non, je vois moi. Ouais. Ah. Allô, bonjour. Ouais, on t'entend bien, Fabrice. Bonjour Fabrice.
Salut, merci beaucoup pour cette présentation-là, c'est super intéressant. Ouais, non, je voulais rajouter une chose, c'est que c'est vrai qu'on pense toujours à l'aspect négatif, j'ai l'impression. Euh, j'ai comme, j'ai comme le souvenir quand le train a été inventé. Les scientifiques de ce temps-là disaient oh, mon Dieu, mais si on va plus que 35 miles à l'heure, notre cerveau va se décoller de notre crâne, donc il ne faut pas aller trop vite. Puis on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quand on se projette comme ça, on a toujours, je ne sais pas, il y a comme peut-être les autres peuvent partager ça aussi, on se projette toujours avec la crainte de, finalement on l'accepte. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre Sapiens. L'agriculture nous a totalement aliénés à notre territoire, à notre emplacement, à notre communauté. Et pourtant, on l'a accepté. Mais si on était un peu à l'avant, puis on se projetait en disant, est-ce que vous voulez être dans un endroit qui sera toujours le même, qui va regrouper les gens, et donc les gens vont attraper plus de maladies que ce que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous l'accepteriez? Les gens auraient dit non. Mais c'est ce qui s'est passé avec Sapiens quand ils ont découvert l'agriculture. Ils avaient plus à manger. Et comme ils vivaient tous plus en groupe, ils se sont retrouvés avec des maladies, avec plein de choses qu'ils n'avaient pas avant. Puis finalement, c'est un peu ça, le design spéculatif. J'ai quand même l'impression que le cerveau humain va toujours chercher l'aspect de survie et dire ah mais non, mais là, c'est pas possible, un bouton. Alors que finalement, on pourrait peut-être dans quelques années l'accepter et puis, le vivre, mais d'une autre façon. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes. Ouais, merci pour cette remarque. Ouais, en effet, c'est vrai que bon, quand on voit les résultats du sondage, c'est plutôt négatif. Oui, voilà, c'est ça. Camille, une réponse à ça? Ouais, c'est sûr que le futur et tout ce qui est nouveau, ça fait toujours peur. Donc, automatiquement, on est toujours. Tout ce qui est nouveau, c'est une découverte. Ça va nous prendre de l'énergie, ça va nous prendre une charge cognitive. Du coup, ça va nous faire monter du cortisol. Et donc, le taux de cortisol montant, ça va nous générer du stress. Et du coup, c'est suite à ce stress-là qu'on va être d'abord réticent et se dire, oulala, attention, je ne connais pas. Si c'est nouveau, je vais peut-être pas me lancer dedans. Voilà. Et pour autant, quand on regarde, quand un nouveau produit sort, quand le dernier iPhone sort, et tous les gens qui font la queue à l'Apple Store, ou voilà, ils veulent tous quand même avoir le dernier nouveau téléphone qui vient de sortir. Et donc, en fait, tout ce qui est nouveau et qu'on maîtrise, qu'on connaît, on adore. Et quand on ne maîtrise pas, et ben, en fait, on a forcément peur de la nouveauté. Je voyais une proposition de Bastien assez intéressante qui était de faire une expérience map ou une turfu map. Effectivement, c'est une solution. Hein, c'est-à-dire, si on a un nouveau produit, un nouveau service, on fait une expérience map et on essaye d'envisager tous les cas d'usage avec tout ce qui est toute la partie émotion aussi, pour regarder qu'est-ce que pourrait ressentir un utilisateur à la sortie d'un nouveau produit, d'un nouveau service. Voilà, est-ce que s'il y a d'autres avis? Je vais me retirer de la scène, je vais laisser les autres intervenir. Merci Fabrice en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye bye. N'hésitez pas, si vous avez des idées à faire partager, des remarques, des critiques. Oui, Mélanie. Ah, Mélanie a un point de vue. Ouais.
Ah, échec, problème de micro. Ça ne fonctionne pas chez Mélanie. Ouais, tu peux nous partager l'idée par écrit? Merci Louise. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées pour partager leur point de vue? Alors, comment vous poussez les participants à partager une vision positive malgré les freins? Pour ça, il y a plusieurs choses. On peut coupler à un atelier de design fiction d'autres ateliers. Et par exemple, il y a un atelier agile qui s'appelle les chapeaux de Bono, où on a un certain nombre de chapeaux qui représentent des émotions. Et du coup, on peut se mettre dans la peau d'un utilisateur qui aurait certaines émotions. Alors, on peut avoir un regard négatif sur la situation, avoir le regard le plus positif, un regard avec des peurs, un regard sans limite. Voilà. Et du coup, en essayant de se mettre dans la peau de nombreux personas, ça permet de porter plusieurs visions sur une nouveauté, un événement nouveau, un produit nouveau, par exemple, et tout en balayant plusieurs points de vue, quoi, sans rester forcément dans le négatif. Les participants peuvent donner, par exemple, leur point de vue. Si on sent que c'est trop négatif, on peut essayer d'orienter l'atelier. Tu as une question de Gany? Ouais. Comment tu fais pour que ton client imagine son futur lorsqu'il n'est pas du tout habitué à ce genre d'exercice, par exemple milieu bancaire? Alors, c'est beaucoup d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il va falloir faire beaucoup de pédagogie pour l'emmener sur ce genre d'exercice. Alors, ça peut être faire un premier atelier en amont. Va falloir, avant de réaliser ce genre d'atelier, créer un climat de confiance avec je sais pas, peut y avoir un icebreaker, par exemple, au début de l'atelier, que les gens fassent connaissance, qu'ils osent parler et dire les choses. Et ensuite, pour les projeter, s'ils n'ont pas la capacité à se projeter dans le futur, c'est vous qui pouvez imaginer le récit et les faire réagir autour du récit. Alors, ou vous pouvez construire un récit avec le client, ou sinon l'imaginer, lui proposer et voir comment il réagit. Alors, j'ai du mal avec la notion de spéculatif. Il y a de grandes chances que le service, au final, ne prenne pas ou soit utilisé différemment. Eh bien, justement, en fait, le spéculatif, c'est tout simplement pour donner une vision. Et l'idée, je pense que c'est d'orienter vraiment la trajectoire du produit et du service, sans se dire que dans 15, 30 ou 50 ans, le produit en sera là, parce qu'évidemment, en tant d'années qui passent, le produit l'orientation du produit aura forcément changé. Mais en revanche, ça permet de donner une vision, de donner une idée, une tendance, et de voir si on veut rester aligné avec cette vision ou si on veut changer complètement la vision. Merci. Alors, peux-tu nous parler d'une expérience d'atelier spéculatif que tu aurais menée? Quelles ont été les principales problématiques rencontrées? Alors, j'ai mené un atelier spéculatif pour un client du vin qu'on a projeté pour un site de vente en ligne. Donc, l'idée, c'était de travailler, lui, alors c'était un peu plus spécifique, mais sur son positionnement par rapport à la gamme de produits qu'il vendait, à son offre. Savoir où est-ce qu'il voulait se situer demain et du coup comment il voulait que le consommateur client voit son produit. Donc on va dire que j'étais plus sur un atelier marketing qu'usage. Les problématiques rencontrées, effectivement, ça peut être la difficulté du client à se projeter dans un avenir
qui est sur du moyen terme, parce qu'il veut voir son évolution tout de suite demain. En revanche, si on arrive à le faire sortir des contraintes qu'il a, des contraintes actuelles qu'il a le jour de l'atelier, si on arrive vraiment à le projeter dans des idées créatives, en débridant un petit peu sa créativité en début d'atelier, donc avant de faire cet exercice de récit, après ça peut donner de belles choses. Et puis surtout, côté client, ce qui est bien, c'est d'inclure dans l'équipe plusieurs rôles, avoir aussi bien un profil créatif qu'un profil qui va être par exemple commercial, un profil qui va être attaché à la direction et un profil fonctionnel. Et donc pour un produit, pour ce projet-là en particulier, en tout cas, la diversité des profils a fait qu'on a eu pas mal d'idées, quoi. Un peu tous horizons. Combien de temps prévois-tu pour un atelier de la sorte, sachant que potentiellement les choses ne se passent pas comme imaginé? Alors moi, en général, je prévois 2 heures, mais après, je pense que c'est libre à chacun d'estimer le temps qu'il faut en suivant la maturité du client, la maturité des personnes avec qui vous échangez, savoir qui est invité à l'atelier. Est-ce que c'est une équipe, par exemple, de designers ou est-ce que c'est une équipe de directeurs? Ce ne sera pas du tout le même atelier, ce ne sera pas du tout la même animation. Donc, ça dépendra de l'autonomie du client. Moi, je trouve qu'en 2 heures, j'arrive à obtenir des résultats. Après, ça peut être 1 heure si c'est juste pour faire tester la méthode à une équipe. Ça peut être plus si c'est vraiment un gros sujet. Donc, c'est à vous d'adapter en fonction de votre client. Est-ce que tu as fait des ateliers durant le confinement? Si oui, comment ça s'est passé? Alors, pendant le confinement, j'ai fait des ateliers, mais pas de design spéculatif. Et du coup, j'ai fait d'autres ateliers d'idéation, de co-construction, mais pas vraiment de projection comme ça. Et après, du coup, pour tous les ateliers, j'ai utilisé les outils que vous connaissez sans doute, et notamment Miro. J'ai beaucoup utilisé Miro, j'ai testé Mural. On a fait des ateliers avec plein d'outils dématérialisés. Le confinement, pour nous, ça a été l'occasion de tester pas mal de choses. Tu penses que c'est possible de réussir des ateliers si ambitieux en remote? Est-ce que c'est possible de réussir des ateliers si ambitieux en remote? Moi, je pense que ça vaut le coup d'essayer, de se donner un objectif et peut-être de réduire un périmètre. Intègres-tu le design spéculatif à l'intérieur d'un atelier design thinking comme un outil où le design spéculatif est une fin en soi? Alors pour moi, le design spéculatif, c'est juste une partie du design thinking. Le design thinking, ça englobe énormément d'ateliers, c'est un grand concept. Et du coup, je n'englobe pas un atelier de design spéculatif dans un atelier de design thinking. Disons que design thinking, pour moi, c'est un grand concept. Après, il y a plein de méthodes d'ateliers différents. Est-ce que c'est intéressant comme atelier icebreaker et ou cadrage de projet? Alors, icebreaker, je pense que c'est quand même un petit peu long, ce genre d'atelier. Icebreaker, je pense que c'est bien quand ça dure 15 minutes, mais pas plus. C'est plutôt un icebreaker, c'est plutôt en amont d'un autre atelier. Cadrage de projet, alors il faut que... Pour moi, c'est bien si le projet est déjà un petit peu cadré quand même. On est plus dans la projection. Ça dépend si le produit existe ou pas, s'il faut développer de nouveaux services autour. Faut voir vraiment en fonction du contexte. Pour un atelier de design spéculatif, quels sont, toi, le nombre d'années idéales sur lesquelles on doit projeter le client, 5 ans, 10 ans, 30 ans? Alors, je pense qu'il n'y a pas un nombre d'années idéal. Ça dépend du contexte du client, de son secteur d'activité. Ça dépend du produit ou du service sur lequel vous travaillez. Je pense que, par exemple, si on projette l'avenir de l'A380 à 5 ans, c'est pas forcément le même intérêt que si on se projette sur un avion de compétition qui sera dans 50 ans, quoi. Donc, ça dépend vraiment de la spécificité que vous avez. Des clients seront capables de se projeter très loin, d'autres pas du tout. Donc, il faut aussi s'adapter en fonction de la maturité du client, de la façon dont il est à l'aise avec les sujets d'innovation.
Alors, le confinement a donné plus de place aux ateliers remote, mais on y perd un peu d'expérientiel. Comment faites-vous pour maintenir un peu d'humain et le côté fun, hormis l'icebreaker? Sur les ateliers remote, eh ben, on discute beaucoup, on fait beaucoup de pédagogie, on essaye de mettre un peu d'humour dans le ton employé. On essaye de faire en sorte que les gens restent mobilisés sur l'outil de partage, qu'ils ne fassent pas autre chose. De toute façon, ça se voit très vite quand quelqu'un est derrière son écran et qu'il écrit un mail en même temps. Et encore plus, je dirais, quand il a des lunettes, on voit tout dans les lunettes. Donc, dès qu'on voit que quelqu'un décroche, éventuellement, on essaye de trouver une petite astuce pour le raccrocher. Du coup, c'est sûr que voilà, avoir un écran, c'est moins humain que d'être en live, mais il y a plein de petits tips pour essayer de faire des petits warm-up quand même à distance. Alors, est-ce que tu as des références, essais, sites web sur les méthodologies appliquées pour le design spéculatif et les erreurs à éviter? Alors non, justement, je n'ai pas de méthodologie spéciale pour le design spéculatif. C'est pour ça qu'on a ouvert le débat aujourd'hui sur comment vous envisagez de l'utiliser et qu'est-ce que vous feriez. Parce que moi, je n'ai pas trouvé de méthode particulière. J'ai lu beaucoup d'articles, j'ai vu beaucoup de vidéos, sur plutôt des résultats d'ateliers. J'ai testé des ateliers aussi. J'adapte à chaque fois. J'adapte, j'itère pour essayer de trouver un peu une méthode. Je partage aussi beaucoup avec ma communauté de designers sur le sujet. Dès que quelqu'un teste une méthode, on échange ce qui a fonctionné et on partage aussi ce qui n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, je n'ai pas connaissance, en tout cas, de fiches de rêve qui expliquent une méthode bien détaillée pour mener un atelier comme ça. As-tu un livre à conseiller sur le design spéculatif? Alors ça, c'est pareil, je n'ai aujourd'hui pas connaissance de livres sur le design spéculatif. Je n'ai que des articles en ligne, et des vidéos sur voilà, les vidéos que je vous ai partagées sur des innovations. Mais en revanche, non, je ne connais pas de livre. Pourquoi pas des livres de science-fiction pour le coup? Effectivement, il y a des livres de science-fiction. La nuit des temps de Barjavel, c'est un classique, je le conseille. Asimov aussi. Des exemples d'ateliers qui s'avèrent être efficaces? L'atelier de design spéculatif, pour moi, il faut le construire. Et le récit, le coût du récit, donc construire un récit, l'exposer aux participants, aux parties prenantes, et ensuite, du coup, grâce à une timeline, essayer de voir comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui a été mis en place pour en arriver là, quelles ont été, je sais pas, les décisions prises, les produits sortis, qu'est-ce qui s'est passé autour de la concurrence. Voilà, et en fait, on essaye à travers une timeline de remonter pour le temps, pour voir comment on en est arrivé là. Et ensuite, du coup, ça permet de mettre des points de rupture dans cette timeline, de regarder qu'est-ce qu'on peut modifier, qu'est-ce qu'on peut changer pour éventuellement ne pas en arriver là, pour aller plus loin. Et voilà. Thomas nous partage une référence de livre. Théo aussi. Ok. Eh ben, je vous remercie pour toutes vos questions. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir continuer à échanger tout cela sur un post que je vais faire sur le Slack de Flupa. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie aussi Camille. On peut la remercier. On se donne rendez-vous pour des prochains événements Flupa. Restez connectés.
sur LinkedIn, etc., sur les réseaux, Slack. Les prochains seront sûrement sur les Usability Days, fin novembre, début décembre. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre participation. Et je mets un petit sondage juste avant que tout le monde parte pour avoir un petit feedback vis-à-vis de cette conférence et cette organisation. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.